Bonsoir, bonsoir à chacune, à chacun. Vraiment, merci beaucoup de votre présence. Et puis, je remercie infiniment Annie Dupéret d'être là. Comme le savent certains qui s'étaient inscrits dès la première fois, il y a eu beaucoup d'épisodes de report, mais elle a été tenace. On a cru qu'il y aurait encore une grève aujourd'hui, mais non. Et elle est là. Voilà. C'est vraiment une très très grande joie de vous accueillir. Donc, Annie Dupéret, nous l'avions invitée dans le cadre du cycle En Résonance. Nous avons choisi d'inviter des personnalités pour qu'elles nous parlent de leur parcours de vie. Donc aujourd'hui, c'est une artiste, une belle artiste qu'on accueille. Je dois dire que moi, j'ai connu Annie Dupéret, je l'ai connue. J'ai pu échanger avec elle au moment où mes étudiants travaillaient sur l'œuvre qui s'appelle Le Voile Noir, que beaucoup, je pense, d'entre vous connaissent. Et il y a eu à l'occasion un échange très chaleureux et c'est une chance aujourd'hui de concrétiser cette rencontre avec vous tous. Alors, cette femme artiste, je dirais, c'est une femme enthousiaste. Je crois que c'est comme ça. Discrète, comme il se doit. Discrète, on l'a vu, avec son beau vernis et son beau vêtement. Je n'ai pas dérogé à la légende. Bon, c'est aussi une femme, il en sera question, qui a traversé dans son enfance l'effroyable. C'est une femme très douée pour de multiples arts. Des arts qu'on connaît, peut-être d'autres moins, comme la peinture, la photographie, l'écriture, bien entendu, et bien sûr la face peut-être la plus connue, celle de comédienne, et chanteuse aussi. Sa chanteuse, c'est l'avenir, le présent et l'avenir, mais peut-être qu'on aura le temps d'en parler. Et pour vous définir, pour vous accueillir, j'ai eu envie de reprendre les mots que vous aviez eu par rapport à cette amie Nina Vidrovitch. Je me suis pas mal appuyée sur ce bouquin que je vous recommande, Annie Dupéret, Nina Vidrovitch, Lettres croisées de la vie dans son art et de l'art dans sa vie. Donc, et cette Nina, voilà ce que vous en disiez, mais j'avais l'impression de vous reconnaître. Intégrité morale et artistique, joyeuse, prenant la vie à bras le corps. Ça vous convient aussi? Oui, tout à fait. Nina est partie, peu de temps, c'est ça. Et j'ai eu des beaux signes d'elle encore, que je vous raconterai peut-être tout à l'heure si c'est une incidente. Voilà, c'est vrai que vous dégagez une très grande sympathie. Et je pense que cette notion de partage avec, avec les lecteurs, avec les spectateurs, elle est importante pour vous. Je pense qu'elle est... Oui, tout à fait. C'est pour ça que souvent on me demande quelle serait votre devise préférée. J'ai oublié le nom du philosophe indien, je crois, qui a dit cette phrase et je la trouve magnifique. Tout ce qui n'est pas donné est perdu. Et même en ce qui concerne, pour ma part, les épreuves que j'ai pu avoir enfant, il me semblait que le meilleur moyen, effectivement, de les exorciser, c'était de les partager. Voilà. Tout ce qui n'est pas donné est perdu. C'est beau, tout ce qui n'est pas donné est perdu. Ça commence bien. Voilà, donc pendant 45 minutes, je propose qu'on dialogue et on retrace ce beau parcours d'artiste, tous ces fils d'or qui ont traversé votre existence, enfin une partie, parce qu'il y a tellement de choses. Et voilà, je disais que j'avais été nourrie par ces échanges avec Nina, mais aussi, bien sûr, parce que moi j'appelle la trilogie, ces 3 ouvrages, Le Voile Noir, donc paru en 1992, à propos de vos parents, on y reviendra, jusqu'au Rêve de ma mère, qui est paru plus récemment en 2017. Vraiment, je pense que ce sont des textes qui traversent le temps, qui traverseront le temps, parce qu'il y a une justesse de ton que vous avez su trouver pour écrire, et j'espère qu'on pourra en parler. Ensuite, il y aura des questions si vous souhaitez en poser à Annie Dupéret, et puis une librairie qui nous attend. Et Annie Dupéret est prête à signer, dédicacer ses ouvrages si vous le souhaitez. Voilà le programme, ça vous plaît? Oui, vous pouvez applaudir, oui. Alors, dans toute vie, surtout au moment où on la relit d'une manière un peu rétrospective, on s'aperçoit que certaines ou certains ont eu pour nous, à notre égard, une importance décisive. Ah oui. Alors, je ne sais pas pour vous, il y a quelqu'un, il me semble, qui a été important pour vous, mais qu'est-ce qui vous viendrait spontanément? Alors, j'ai eu la chance, après cette malchance de trouver mes parents morts par terre à 8 ans et demi, j'ai eu la chance d'avoir été recueillie
par une femme qui n'était pas tout à fait ma tutrice d'ailleurs, qui était la subrogée tutrice, parce que j'ai appris bien plus tard qu'elle s'était battue pour m'avoir. Ma tante, la sœur de mon père, je ne dis pas son prénom parce qu'elle le détestait, tout le monde l'appelait Tata. C'était Tata pour les gens de la famille, pour mes copains plus tard, ça a été Tata sans autre prénom que cela. Et j'ai eu une chance absolument incroyable. D'ailleurs, je pensais vous lire tout à l'heure ce que j'avais écrit sur Tata, parce que c'était une femme très, très, très intelligente, extrêmement brillante finalement, un esprit libre comme ça. Je vais une toute petite digression. J'avais fait un jour une interview croisée avec Annie Ernaux. Et on avait fait une interview toutes les deux, et on avait convenu d'une chose, c'est que ses parents et mes grands-parents tenaient un bistrot à Yvetot, en Normandie. Se connaissaient d'ailleurs, peut-être. Donc, c'était le même milieu. Ma tante était là. Elle faisait, comme Annie Ernaux, ses devoirs sur la table qui était au milieu du bistrot, avec les sous-lots qui prenaient le pastis ou autre chose, voilà. Et voilà, il fallait essuyer un peu la table et planquer ses livres, parce qu'elle faisait les trucs dans la cuisine attenante au bistrot. Et ma tante, c'était pareil. Sauf que ma tante a eu 2 frères. Et que ma veuve, j'ai une famille très gaie, hein. Ma grand-mère étant veuve 3 fois, et élevant 3 enfants toute seule, ma pauvre tante a été, alors qu'elle rêvait de devenir professeure, sortie de l'école à 11 ans pour servir au bistrot, pour que les 2 frères fassent des études. Et c'est vrai que à l'époque, c'était la fille trouvera bien un mari qui l'entretiendra, voilà. Et c'est vrai que je disais à Annie Ernaux, donc que j'aimais beaucoup, je lui disais, voilà, ta chance a été d'être fille unique. Il n'y avait pas de mâle à privilégier, donc elle n'a pas été la fille sacrifiée au profit des garçons. Et ma tata, effectivement, elle m'a confié ça beaucoup plus tard. M'avait repéré, étant toute petite, avant la mort de mes parents, veuve aussi, évidemment, encore une famille, encore quelque chose de gai dans la famille, veuve assez jeune, donc pas d'enfants. Et elle s'était dit, c'est pas grave que j'ai pas d'enfant, parce que si j'avais eu un enfant, j'aurais voulu celle-là. Voilà. Et en fait, il se trouve que mes parents lui ont donné l'occasion de peut-être pouvoir me prendre en charge, et ça a été, cette femme a été la chance de ma vie, quoi, parce que j'ai été sa revanche. Elle m'a mis toutes les cartes en main, quoi, toutes les cartes en main. Et c'est vrai qu'elle a su discerner très tôt, même si cette femme n'avait pas fait d'études, un peu votre talent au départ. C'est-à-dire pour les beaux-arts. Voilà, j'ai été victime, je dis ça en plus au sein d'une université, j'ai été vraiment victime d'un malheur scolaire. C'est-à-dire que je n'ai pas pu m'intégrer au système scolaire. Alors je crois que le fait d'être orpheline n'est peut-être pas pour rien dans cette chose, parce que effectivement, quand on a trouvé ses parents par terre à 8 ans et demi, l'enfance c'est fini, quoi. Je veux dire la vraie enfance, quoi. L'enfance innocente comme ça, et en fait je crois que j'étais assez peu intégrable avec les autres enfants, et je me suis mis à redoubler très vite. On redouble la 6e, on passe la 5e, on se demande comment, puis la 4e on la redouble, et puis on vous demande de la redoubler 2 fois, et puis on vous dit qu'il va falloir la redoubler une 3e fois. Alors là c'est pas possible. Et ma tante, qui avait vu très vite que j'étais douée pour le dessin, première en français par contre, l'écriture et tout ça, m'avait tout de suite inscrite aux Beaux-Arts à 11 ans. À 11 ans, j'étais au cours du soir des Beaux-Arts. Elle a vu que j'étais douée pour la danse, j'étais au cours de danse. J'aimais lire, j'aimais écrire, j'avais tous les papiers que je voulais, les livres, tout ce que je pouvais lire, c'était extraordinaire. Elle m'a mis, donc c'est pour ça que je disais, elle m'a mis toutes les cartes en main. Et j'ai eu aussi cette chance, à l'époque. On pouvait, avec un très vague niveau BEPC, très vague puisque c'était quand même une classe avant, atteindre des écoles niveau université.
C'est-à-dire qu'on pouvait prendre des chemins de traverse, en fait. Si on réussissait le concours, et je suis encore fière d'être rentrée 2e sur concours aux Beaux-Arts de Rouen, si on réussissait le concours, avec un niveau BEPC, on pouvait entrer, ce qui n'est absolument plus possible maintenant. Alors, loin de moi l'idée de dire que le bac, c'est pas bien et que non, c'est formidable que la culture générale augmente dans le pays, mais ce qui est par contre dommage, c'est que pour le genre de personnalité comme moi ou d'enfants un peu spéciaux, c'est dommage qu'ils deviennent un écrémage systématique. Je vais quand même vous raconter une petite anecdote. J'avais une nièce, la fille de ma sœur, extrêmement douée pour le dessin, qui a voulu rentrer il y a un bout de temps déjà. J'espère que ça a changé. Il y a une quinzaine d'années, elle a voulu rentrer à l'école du Perret. L'école du Perret, voilà. L'école du Perret, c'est pas la mienne. L'école du Perret, c'est une école qui est très, très connue pour les arts graphiques et tout ça. Elle voulait être dessinatrice sur tissu et tout. Et j'appelle donc pour dire qu'est-ce qu'on fait pour passer le concours. Et on me dit, vous savez, on a beaucoup de candidats, donc on choisit ceux qui vont passer le concours sur dossier. Et je ne comprends pas, moi. Je dis sur dossier, c'est-à-dire qu'elle présente un dossier de travaux personnels, Ah non, pas du tout, madame. Non, les meilleurs dossiers scolaires. J'ai dit, attendez, au témoin d'un doute. Pour entrer dans une école d'art, on ne présente pas un dessin et pour être admis au concours seulement. Et c'est peut-être le meilleur en maths qui va être admis. Bon, voilà. Il y avait un peu ça je le déplore quand même, qu'on ne puisse pas trouver des chemins comme ça qui soient un peu exceptionnels pour quelquefois des gens spécialisables très tôt. Voilà, ça existe. Et aux Beaux-Arts, alors, est-ce que c'est là que vous rencontrez un Robert Savary, oui, dont il est question aussi de manière très belle dans le oui. Alors cet homme, il a été important, j'ai l'impression. Oui, il a été très important. Robert Savary était un peintre tout à fait magnifique. Et on avait une belle complicité. Et puis il y a eu, ma tante étant quand même un peu, voulait être sûre elle voulait qu'on la rassure sur le fait de me faire quitter l'école pour entrer aux Beaux-Arts. Et elle m'emmène à une orientation professionnelle pour faire le point. Et le monsieur, il dit, écoutez, il n'y a aucun problème. Si elle vient de rentrer 2e sur concours, je vois pas ce que... Et tout à coup, il a dit, alors ça, je m'en souviens très bien. Il a dit, écoutez, il y a une chose quand même qui me turlupine, c'est que vous me dites qu'elle est première en français, qu'elle lit et qu'elle écrit tout le temps. Et il a dit une phrase formidable, il a dit, elle va s'occuper des formes, des couleurs, tout ça. Elle va perdre le contact avec les mots. C'est quand même fabuleux de dire ça. Et donc est venue l'idée, mais pourquoi 2 fois par semaine, le soir, ne l'inscrivez-vous pas au Conservatoire d'art dramatique pour qu'elle continue à étudier des textes? C'était ça, le truc de départ. Donc ça a donné ce résultat absolument étrange, c'est que je n'ai jamais rêvé d'être comédienne. Jamais même eu un espèce d'investissement sur l'avenir en me disant, tiens, j'aimerais, etc. C'était patent d'ailleurs de ne pas avoir trop de rêves, de prendre les choses comme elles viennent, parce que ça évite les déceptions, ça évite la jalousie. C'est pas mal de ne pas avoir trop de projections de soi idéal dans l'avenir comme ça, de faire les choses et puis de regarder comment ça se passe, un peu comme un animal comme ça qui se dirige, ça a des avantages. Et justement, alors la peinture, quelle place elle a eue au final dans votre Alors c'est vrai que je voulais être peintre. Et on a pleuré tous les deux avec mon prof de peinture. J'allais rentrer en section peinture après mes 2 ans d'études générales aux Beaux-Arts, quand j'ai eu 2 premiers prix au conservatoire. Et je me souviens qu'une de mes camarades m'a dit « Oh, t'as 2 premiers prix en province, tu sais que ça t'exempte du premier tour au Conservatoire national. Nous, on y va, pourquoi tu viens pas? Qu'est-ce que tu risques ?» Et puis j'ai dit « Oh bah oui, allez, bon, bah, qu'est-ce que je risquais? C'est d'être prise, quoi, tout simplement. » Et donc, j'ai annoncé à mon professeur de peinture que voilà, j'allais pas faire section peinture parce que j'allais monter à Paris à même pas 17 ans. Hein. Là, j'avais fait les choses tôt. Hein.
même pas 17 ans au conservatoire. Mais nous sommes restés amis jusqu'à la fin de sa vie. Ouais. Jérôme Savary, pas Jérôme, Robert Savary. Et alors, quelquefois, je reprends un peu la peinture, mais tous les 2-3 ans, quand j'ai le temps, je décolle les tubes, ça prend déjà 2 jours. Et puis comme les dons restent, c'est comme ça. C'est comme le vélo, oui. Oui, ça, voilà, ce qu'on avait au départ, la facilité qu'on a au départ, même si on n'a pas travaillé beaucoup depuis, ça reste. Bon, donc comme j'ai une touche assez post-impressionniste et que c'est que j'aime, pour pas me décevoir moi-même quand je reprends, je me fais un petit Dufy ou un petit Matisse et puis et puis ça m'est assez facile de le faire à peu près à l'identique. Et quelquefois, il y a des gens qui regardant mes tableaux, quelques-uns personnels, me disent « Mais là, pourquoi tu n'exposes pas ?» Alors je dis « Je n'expose pas et je n'exposerai pas. » Parce que j'ai eu justement, on en parlait, une amie peintre avec laquelle j'ai beaucoup collaboré. Et puisque j'ai failli partir en peinture, vous savez, comme on part à la voile, comme ça, justement, je sais ce que c'est. C'est-à-dire qu'il faut peindre assez pour, vous allez me comprendre, arrêter de peindre comme on aurait envie de peindre. C'est-à-dire qu'il faut peindre tellement qu'on arrête de se fier à ses goûts, à ses admirations, pour dénicher la voix VOX qu'on pourrait avoir soi en peinture, ce qui n'est pas forcément celle de gens que vous admirez. C'est peut-être tout à fait autre chose, mais pour ça, il faut peindre et dépasser ses admirations, dépasser l'envie que ça ressemble. Moi, chaque fois que je prends les pinceaux, il n'y a rien à faire, j'ai envie que ça ressemble à un bonnard, quoi. Bon, il faut dépasser ça, et ça, c'est un stade que je n'ai pas fait. Et j'ai trop de respect pour la peinture, pour exposer, parce que je ne suis pas peintre, donc je suis quelqu'un qui peut faire de jolis tableaux. Et ça ne suffit pas pour exposer, à mon avis, par respect pour les vrais peintres. Alors, des beaux-arts aux arts du spectacle. Oui. Et en plus, sans que vous ayez eu le temps de le désirer, avec tout de suite finalement une forme un peu de consécration par ces prix. Oui. Vous dites, dans la conversation avec Nina, vous vous interrogez sur ce que c'est que l'expression artistique. Vous dites, mais pourquoi certains êtres sont-ils destinés à être les médiateurs entre le mystère et la réalité ? Oui, j'ai écrit ça, moi. C'est joli. Il faut relire. Alors là, c'est très très bien ces lettres, vraiment. J'encourage tout le monde à les lire. Finalement, c'est quoi ? Pourquoi ? Comment ce don ? Comment ? Alors, je pense qu'il y a une chose. Alors, c'est... il devait à peu près à la même époque là maintenant, mais ça n'a pas eu lieu parce que je crois que la mode de baisse des subventions avait déjà commencé. Et il devait y avoir à La Rochelle un congrès, carrément, sur l'orphelinat, sur les orphelins, auquel j'avais accepté de participer. Il me semblait que j'étais bien placée, avec Boris Cyrulnik notamment. Et j'aimais beaucoup le titre. C'était « Orphelin, faut-il en faire un drame ?» C'était très bien. Et c'est vrai que nous avions discuté un jour avec Boris Cyrulnik, effectivement, de notre état d'orphelin comme ça. Et il me disait qu'il avait, c'est vrai, je crois, ça semble juste, qu'il avait repéré que la manière d'entrer en résilience pour des gens qui ont eu un traumatisme comme ça, violent, c'était d'une part, soit être dans le soin des autres, et le partage par le soin, psy, assistante sociale, beaucoup, voilà, réparer les autres avec sa réparation à soi, soit les arts, soit le don artistique. Ça, le domaine artistique, on l'a. Et il me semble beaucoup que souvent, quand on opère comme ça une résilience par l'art, on a ce que j'appelle des dons cousins. C'est-à-dire qu'on est doué pour l'écriture. Souvent, j'ai repéré que beaucoup de comédiens écrivent très très bien quand ils sortent un livre. Ils sont doués aussi souvent pour la peinture, pour la sculpture, pour des choses très diverses comme ça. Et puis finalement, il y a une de ces expressions qui prend la vedette.
et qui fait que ça devient votre métier principal. J'ai entendu Hugo Frey un jour, dont j'ai vu de ses sculptures, c'est un très beau sculpteur, Hugo Frey, et j'ai entendu dans un interview qu'il disait j'aurais dû être peintre. Et j'avais envie de, s'il avait été là, j'aurais dit non, c'est que tu avais un don cousin qui était le musical, et que c'est celui-là qui a été reconnu le plus vite et qui t'a donné la notoriété le plus vite. C'est comme ça. Et puis l'autre est resté un peu dans l'ombre. Pour vous, c'est la comédie, c'est alors le théâtre, le cinéma, les téléfilms, on en parlait encore tout à l'heure. Est-ce que pour vous, tout ça, c'est indifférent ou bien il y a des lieux d'expression artistique? Le théâtre est la base quand même. Le théâtre est la base. Quelquefois, j'ai des jeunes comédiens qui me disent « Mais alors, pourquoi faire du théâtre en fait ?» Je dis « Écoutez, c'est tout simple, j'ai une formule, c'est l'état adulte de l'acteur. C'est-à-dire qu'on est responsable, une fois qu'on met les pieds sur scène, que le rideau se lève, vous êtes responsable du début à la fin, devant des gens en direct, d'une chose qu'il faut mener entièrement, porter. Et même s'il y a un petit accident dans la salle, quelqu'un qui s'évanouit, c'est généralement vous qui demandez à baisser le rideau et à faire quelque chose. Quand vous commencez, il n'y a plus le directeur, il n'y a plus les caissières, il y a quelquefois encore quelques ouvreuses, mais c'est tout. Donc c'est vous qui menez la baraque. Or, sur un tournage, même avec la plus grande complicité, ça m'est arrivé avec des metteurs en scène, c'est le père incontestable du film. C'est-à-dire qu'il peut vous prendre de près, de loin. Si pour le bien de l'œuvre, il doit couper une scène, il la coupe, voire couper votre rôle éventuellement. C'est arrivé à mon fils il n'y a pas longtemps. Et voilà, parce que on est, quelle que soit la grande complicité et amitié qu'on ait avec le metteur en scène, on est toujours plus ou moins utilisé pour un film et vous ne mènerez jamais la baraque. C'est le metteur en scène. C'est le père absolu. Alors qu'au théâtre, certes, il y a eu un metteur en scène qui est souvent les plus consciencieux reviennent. Les moins consciencieux, ça m'est arrivé, ne reviennent jamais après la première. Et là, on a intérêt à être de bons camarades et pouvoir se parler entre nous et se contrôler, dire là, attends, est-ce que ça se décale pas? Est-ce qu'on peut essayer ça? Voilà, là, il faut vraiment une bonne équipe. Mais c'est le metteur en scène souvent est un accoucheur d'une œuvre dont les comédiens vont être responsables. Voilà, c'est là la différence. Et est-ce que vous avez l'impression qu'entre le démarrage de votre carrière et aujourd'hui, il y a une évolution dans votre jeu? Dans mon jeu? Oh, je ne sais pas. Oh, ça, je ne me pose pas la question. Non, je ne me pose pas la question. J'ai assisté, là, il y a 2 jours, par contre, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ça, un concours de fin d'année, une audition de fin d'année d'une école d'art dramatique. Et tout à coup, je me suis surpris à avoir le trac pour eux, quoi. J'ai voyé ces jeunes rentrer en scène, là, comme ça, et puis je me suis dit, mon Dieu, ils vont commencer à parler, comment est-ce qu'on fait? Oh, mon Dieu, j'avais peur pour eux, en fait, ça me semblait tellement fragile, quoi. Bon, alors c'est sûr qu'avec l'expérience, on se sent plus chez soi, quoi, sur scène. Mais ça veut dire que vous êtes senti assez vite chez vous sur une scène. Assez vite chez moi. Et le fait que je n'ai pas eu d'investissement exagéré sur ce métier a été une aide. Parce que effectivement, j'étais peut-être au début, peut-être plus à l'aise que les autres parce que j'avais pas peur. C'était pour jouer. Donc, j'avais pas d'énormes investissements à me dire il faut absolument que je sois sublime. Non, je faisais le mieux possible ce que j'avais à faire, mais sans tellement de trac. J'ai la chance de ne pas être très traqueuse. C'est peut-être à cause de ça. Parce que contrairement à ce qu'aurait dit Sarah Bernard à une jeune actrice qui lui disait « j'ai pas le trac », elle lui aurait répondu « ça vous viendra avec le talent, ma petite ». Le trac ne sert à rien.
qu'à vous enquiquiner. Avoir envie de contact et de faire ce qu'on a envie de faire, qu'on a à faire avec le public, c'est bien suffisant. On n'a pas besoin de rajouter du trac là-dessus. Quand je vous entends à l'instant, je me dis, est-ce que vous avez eu envie de donner des cours de théâtre, d'avoir eu votre école de théâtre? C'est affreux, pas du tout. Ouais. Qu'il se démerde. Non, c'est affreux. Je dis aucune. Alors autant j'ai ma grande amie Béatrice Agénin qui veut transmettre sa passion comme ça aux autres je lui dis bon, moi non, mais pas. C'est affreux, mais aucune envie de transmission, mais vraiment aucune. Alors, comme le temps passe si vite, je voudrais maintenant aborder cet autre fil d'or de l'écriture. Oui. Qui traverse vraiment toute votre existence, parce que vous publiez finalement très jeune. C'était le Nez de Mazarin. On va revenir à Tata. Revenons à Tata. On va revenir à Tata parce que, alors, vous savez, c'est très drôle. L'écriture était, je crois, à la base et avant tout. Et dernièrement, il y a quelques semaines, j'ai fait une signature dans une librairie en Normandie. Alors je sais qu'à chaque fois que je vais en Normandie, je vais avoir plein de gens qui vont me montrer des photos de mes parents où ils étaient en vacances avec eux et tout. Au début, quand j'étais plus jeune, ça me terrorisait. Maintenant, ça va. J'ai fait le point là-dessus, voilà. Et il y a une fille que j'ai connue en classe qui m'a ramené une de mes lettres que je lui avais écrites en vacances avec ma tante et ma grand-mère. On était partis, je ne sais pas où. Et j'ai dit, elles font la sieste, je ne sais pas quoi faire. Alors voilà, mais je t'écris une lettre assez longue, mais tu pourrais me répondre parce que quand même, je fais les frais de la conversation. Mais enfin, je m'occupe, ça fait la 5e lettre aujourd'hui. Je me suis dit, bon Dieu, en vacances, j'ai écrit 5 lettres dans la même journée. Et en fait, je l'ai écrit ça quand j'ai retrouvé mes carnets d'enfance. Quand j'ai voulu me partir avec les photos de mon père dans le voile noir, j'étais quand même, ma tante m'a rendu mes carnets d'enfance qu'elle avait lus, bien sûr, et j'ai trouvé une seule page, où je parle de la mort de mes parents en disant, et en majuscule, un jour il faudra que j'écrive mon livre. Là, je dois dire que je me suis quand même estomaquée moi-même en me disant, c'est quand même fou qu'à 12-13 ans, j'avais la conscience intérieure que ce serait un livre et pas autre chose. Pas une confidence, pas ceci, c'était pas la mode des psys à l'époque. Puis on n'était pas dans un milieu qui pratiquait ça. Et donc c'était un livre. Et quand je suis partie à Paris au conservatoire, à 16 ans et demi, 17 ans, j'ai écrit à ma tante à peu près une dizaine de pages par semaine. Je savais qu'elle adorait comment j'écrivais, donc j'essayais de la faire rire. Je lui faisais des portraits des gens que je croisais, de ce que je faisais, tout ça. Bon, je lui envoyais ça. Et puis, quand j'ai eu 22, 23 ans, et ben voilà qu'elle a eu le téléphone. Et qu'on s'est dit en 5 minutes que je mettais 10 pages à lui écrire, et que j'ai perdu mon lecteur, en fait, qui me suffisait parfaitement. Peut-être j'aurais jamais écrit un roman si ma tante n'avait pas eu le téléphone. Ça s'est joué un peu. Voilà, j'ai perdu mon lecteur et je suis restée avec mon besoin d'écrire sur les bras. Et là, je me suis dit, tiens, si j'écrivais une histoire. Et puis j'ai commencé, puisque j'étais comédienne, à me dire, ça doit être un scénario, puisque je suis comédienne. Bon. Alors j'ai écrit un scénario pendant quelques mois que j'ai relu en pleurant, parce que je me suis dit, c'est affreux. Il n'y a rien là-dedans de ce que j'ai envie de mettre, parce que tout ce qui m'intéresse, c'est ce qui ne se voit pas et ce qui ne se dit pas. Alors bonjour dans un scénario. Et j'ai eu cette phrase, je me rappelle, je me suis dit, il faudrait des sous-titres tout le temps. Et à bout de frustration, je me suis mise à écrire les sous-titres. Et c'est là, à Cannes d'ailleurs, que j'ai rencontré, puisque je faisais beaucoup de cinéma à l'époque, que j'ai rencontré François-Régis Bastide. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose. J'avais lu 2 ou 3 de ses romans, mais je le connaissais surtout comme critique dramatique, pas très marrant pour les théâtreux, très, très sévère, et créateur du Masque et la Plume. Ah oui, bah oui. Et d'aventure, au cours d'un dîner très cannois, comme ça,
je lui dis que j'écris quelque chose que je ne sais pas ce que c'est et que je ne sais même pas si je vais finir. Et il me dit, vous avez combien de pages ? J'ai dit, 100 à peu près. Alors vous allez finir parce qu'à 100, on termine toujours. La phrase miraculeuse qui dit, le type, il a raison, c'est sûr, voilà, on s'accroche à ça. Et il m'a dit, alors, puisqu'il se trouve que je suis éditeur aussi, ah bon ? Quand vous aurez fini, puisque vous allez finir, venez donc me le montrer, je vous dirai ce que c'est. Et puis bon, j'ai pas perdu le téléphone quand même. Hein. Et 6 mois, je lui ai porté et il m'a dit, voilà, je vais vous dire, c'est un roman, puis je vous le prends. Entrez au seuil. Ça a l'air d'un film, hein, ça, on dirait une scène de... C'est incroyable les choses qui sont arrivées comme ça dans ma vie, dont j'ai fini par me dire dans ce dernier livre, Le reste de ma mère, c'est pas possible. Il y a des anges là-haut qui organisent un peu tout ça d'une manière assez miraculeuse, quoi. Mais justement, on va y venir parce que je voudrais maintenant aborder avec vous, je les ai dans cette collection initiale, je sais qu'ils sont maintenant dans une collection de poche. Hein, oui. Donc le voile noir, peut-être tout le monde connaît, mais au cas où, c'est ça, il faut toujours se penser que pour certains, c'est peut-être la première fois. 1980... Ah, vous m'entendez mieux là ? Voilà. Oui. Il est très directionnel. Ah, voilà, très bien. Nous allons aborder là maintenant cette trilogie, d'abord avec Le voile noir, donc paru en 1992. Je donne les 3 titres. Le second, Je vous écris. On va revenir autour de cette idée incroyable et complètement inédite. Et puis le troisième, Le rêve de ma mère, qui est beaucoup plus récent. Hein. Donc, Le voile noir, voilà, c'est autour de votre histoire. L'épigraphe, c'est une phrase de Georges Perec. Hein, l'écriture est le souvenir de leur mort et l'affirmation de ma vie. Comment vous vous lancez dans cette entreprise incroyable ? Alors, vous savez, c'est très, très curieux la manière dont on se prend par la main pour faire les choses. C'était pas tant de rien comprendre. Je m'explique. J'ai fait pendant 20 ans de la photographie. J'ai une exposition en ce moment en Creuse. C'est ma 19e exposition parce qu'un ami a eu l'idée de me faire sortir les photos que j'avais fait passionnément pendant 20 ans, entre 72 et 92 à peu près d'ailleurs. Et je n'ai pas, en faisant ces photos, le labo moi-même, le développement des pellicules, les pellicules, risque ultime, et les tirages, je vous assure, pas pensé que je faisais comme mon père, qui était photographe. J'étais encore, je pense, dans le déni du deuil, extrêmement en colère contre eux de m'avoir laissé. Et tous ces négatifs et ces plaques, il y avait des plaques, étaient dans 3 cartons le plus loin possible sous mon lit. Voilà. Et puis un jour, mon agrandisseur, je ne sais pas si certains de vous ont fait du labo photo, mon agrandisseur s'est mis à perdre le point entre chaque photo. C'est-à-dire qu'on projette le négatif sur un papier sensible qu'on va développer après. Et à l'époque, comme mes camarades comédiens avaient découvert que je ne faisais pas de mauvaises photos, que j'étais gratuite, que je leur faisais les tirages et qu'en plus on rigolait. Donc ça faisait quand même 4 avantages pour que je leur fasse leur book, parce qu'à l'époque il n'y avait que ça, hein, il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait rien, on distribuait des photos. Une souriante, une romantique, une dramatique, enfin voilà, tout ça pour donner des idées aux metteurs en scène, enfin espérer donner des idées. Et donc je faisais souvent 4 tirages du même format, de la même photo, pour les distribuer aux copains. Et ils se mettaient à perdre le point, et j'étais obligée de refaire le point entre chaque tirage. Et ce petit agrandisseur m'a énervée. Et je me suis dit, alors zut, pourquoi est-ce que je ne m'achèterais pas un bel de grandisseur? Et l'idée géniale m'est venue. Et un multiformat qui me permettrait peut-être d'enfin découvrir les négatifs de mon père que j'ai jamais vus. Et de quel format sont-ils? Elle a tiré les cartons. Voilà. J'ai mis le nez dans les négatifs, j'ai commencé à avoir des images, à avoir des visages qui m'ont terrorisé. J'ai tout remis comme ça, c'était trop tard. C'était trop tard. J'avais tiré, j'avais ouvert la boîte de Pandore, comme on dit, c'était fini. J'ai hésité, puis j'ai fait d'abord tirer par un photographe ces photos en tout petit toutes pour pouvoir là.
Et puis quand j'ai eu tout ça devant moi, avec cette surprise incroyable de découvrir que pour certaines de mes photos, j'avais fait quasiment les mêmes que les siennes. Là, on se dit inconscient ou peut-être des choses que j'aurais vues étant toute petite, j'en sais rien. Et donc, le noir et blanc est devenu sacré à partir de ce moment-là. J'ai arrêté de photographier en noir et blanc. Et je suis partie dans ce long travail du voile noir qui m'a pris quand même, depuis la découverte des photos, 5 ans à peu près. 5 ans. Ce sont les photos qui sont à l'origine. C'est les photos qui sont à l'origine, les photos de mon père, puisque j'ai une amnésie sur tout l'avant. Surtout l'avant leur mort, et même quelques années après, ça perdure. C'est très curieux, un effacement total. Donc, les photos de mon père, c'est sur la non-mémoire, quelque part, m'ont prouvé que cette enfance avait existé et que ma mère m'avait touchée. Je voyais sa main sur moi, que mon père était... Enfin, c'était une preuve qu'elle avait existé et en même temps une distance absolument insondable. Et voilà, j'ai choisi un certain nombre de photos qui étaient représentatives pour moi pour pouvoir soulever le pansement et du déni et décrire au plus juste, au plus direct, comment on ne fait pas un pas en 30 ans vers le deuil. Comment ? Qu'est-ce qui se passe ? Voilà, quelles sont les étapes marquantes ? Le petit suicide bizarre que j'ai fait à 13 ans, la chose qui a déclenché ça. Voilà, j'ai commencé à écrire ça, heureusement avec des rôles entre deux qui changeaient un peu j'ai pas passé 5 ans complètement là-dessus, mais j'y revenais et seule. Et c'est vrai qu'après, je savais pas trop ce que j'avais fait avec ce livre. C'était un cri en livre. La seule chose que je voulais, c'est qu'il soit très beau. Je voulais qu'il soit très beau parce qu'une souffrance comme ça, c'est dégueulasse. Alors il fallait que le livre soit aussi beau que les photos de mon père, quelque part. Et puis alors, c'est parti comme ça. C'est parti. Et j'ai eu tout à coup le retour des lecteurs. Et ça, je ne m'attendais pas du tout. Je ne m'attendais pas du tout. Et toutes les semaines des éditions du Seuil, m'arrivait un paquet, je prenais mon paquet, c'est le cas de le dire au sens propre, m'arrivait un paquet de lettres dont je me rappelle fort bien la première, je la sais par cœur, la lettre d'une dame qui me parlait. Alors les lettres commençaient généralement par Annie. On m'écrivait avec le même ton direct que j'avais employé. Annie, cette dame me disait « Je viens de finir votre livre et je suis très inquiète pour vous. Après un tel travail, vous devez ressentir un soulagement légitime, mais méfiez-vous, vous n'avez fait qu'un pas. » Et là, je me suis dit, oh mon Dieu, j'en suis encore émue quand je le dis. Je me suis dit, bon Dieu, ça ne va pas être un courrier de fans. Et de fait, me sont arrivées des lettres, mais extraordinaires, jusqu'au jour où j'ai reçu la lettre envoyée par un ami dont je parle dans le livre. D'ailleurs, c'est encore des hasards que je ne peux même plus appeler des hasards, quoi. Je parle d'un ami qui était un complice en deuil dans le voile noir, et c'est lui qui a posté la première lettre d'une anesthésiste qui m'apprenait que j'ai été asphyxiée aussi, en même temps que mes parents, partiellement. Moi, je croyais que j'avais été paresseuse, que je ne m'étais pas réveillée alors que j'aurais pu les sauver, que j'aurais pu ouvrir la porte, que j'aurais pu... Voilà. Et cette femme-là, le jour où j'ai reçu cette lettre, j'en suis encore émue, j'étais sur un fauteuil un peu comme ça, et quand j'ai lu ça, qu'elle m'apprenait ça, que je n'étais pas coupable du tout, en fait, que j'étais aussi victime, j'ai reçu un tel coup que je me suis retrouvée par terre. Et je ne sais pas comment, d'un fauteuil dans ce genre, peut-être avec les accoudoirs un peu plus bas, je me suis retrouvée par terre. J'ai pris un coup au sens propre, quoi. Et après, s'en sont suivies 4 lettres de médecins qui tous ont fait Sherlock Holmes avec mon texte
en me disant, relisez votre texte. Ce que vous dites là, c'est pas juste. Parce que vous allez chercher vos parents dans le jardin. Pourquoi? Vous savez qu'ils n'y sont pas. Vous avez besoin d'oxygène. Et quand vous revenez, curieusement, vous avez la force d'ouvrir la... Ils ont fait Sherlock Holmes avec contexte, donc je suis peut-être un des seuls auteurs dont les lecteurs ont changé la vie. C'est dingue. Je veux dire, un partage et une expérience comme ça, c'est une aventure incroyable. Et comment justement vous avez eu cette idée, je pense inédite, de publier ces lettres? Des lettres de... Les lettres Alors de ces justement, lecteurs, justement, ayant vraiment constaté que Edune, ils m'ont changé la vie, et puis fait plus que ça, avec tous ces drames qui n'étaient pas les mêmes, qu'on me racontait, ou des conseils, ou des choses comme ça. C'est vrai que quand on a vécu un traumatisme dans ce genre-là, avec un gros déni du deuil qui m'a bien aidé quand même à réagir, on est seul, quoi. On est seul dans la tour d'ivoire de sa douleur unique. Et en fait, ce que ces lettres ont fait, c'est qu'elles m'ont ramené dans le sort commun. C'est ça. Ouais. Et là, c'est vrai que j'ai eu envie de partager ça. D'abord, je ne pouvais pas répondre à tout le monde. Je ne sais plus combien de lettres j'ai reçues, des milliers. Donc, j'en ai choisi 100 auxquelles j'ai demandé l'autorisation, anonymement, bien sûr, de reproduire la lettre, en leur disant, voilà, votre part ira à SOS Village d'Enfants, dont je venais d'être marraine, voilà. Et je leur ai répondu, quelque part, à tous, à ces 100 lettres choisies, sur ce qu'ils avaient fait dans ma vie, voilà. C'était pas une suite, c'est une conséquence, voilà. Ce qui est magnifique aussi, c'est que quand on lit « Je vous écris », c'est qu'en fait, le texte du voile noir et cette histoire qui n'appartient qu'à vous, qui est tellement singulière dans son horreur, finalement rejoint des personnes à qui la même chose n'est pas arrivée. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est que la force du voile noir, par la beauté, vous dites, je voulais que ce livre soit beau, et il est beau, par les photos et par cette justesse de ton, cette qualité d'écriture, eh bien, il atteint quand même l'universel. Faut bien le... Tant mieux, je ne dis pas que c'est ce que je voulais. J'ai lu évidemment avant, quand on va se lancer. D'abord, quand j'ai découvert les photos, j'ai pensé, je vais faire un livre hommage aux photos de mon père. Oh mon Dieu. Et la première page qui m'est venue, mais en une après-midi, je me rappelle, c'était la non-dédicace. Non, je ne vous dédicacerai pas ce livre parce que vous m'avez lâché, c'est impardonnable. Oh, une lettre d'une colère pareille, et c'est là que j'ai compris finalement que ça n'allait pas du tout être un livre hommage, que ça allait être complètement autre chose, et que j'allais partir comme ça sur... Alors quand on comprend ce qu'on va faire à ce moment-là, bon, on lit un peu ce qu'ont fait les autres. On lit... il se trouve que j'avais été amie avec Romain Gary, donc je connaissais le ton de son livre sur sa mère, merveilleux, quoi. Oui, La promesse de l'aube. Par contre, j'ai lu Cohen et j'ai pas aimé du tout. Trop poétique. On fait pas de la poésie là-dessus, tu vois. Pas pour moi en tout cas, pas pour moi. Par contre, j'ai lu le livre d'un scénariste. C'est Pascal Jardin. Pascal Jardin. C'est pas Alexandre qui est son fils, c'est Pascal Jardin. A écrit un livre sur la guerre qu'il a vécue, il s'appelle La guerre à 9 ans. Et ça m'avait frappé parce que je m'étais dit, voilà, il parle au plus direct. Il n'essaie pas de faire des fioritures, de faire de la poésie, il parle, il dit les choses, voilà. Et c'est vrai que c'était ce ton-là. Mais j'avais fait 2 romans avant déjà, donc j'avais quand même une voix en écriture déjà. Ouais. Alors cette voix justement, pour notre plus grand bonheur, vous avez continué de la faire apparaître à travers Le rêve de ma mère, parce qu'il y a une belle continuité. Oui. Je me disais, bon, il y a beaucoup de choses à dire, hein, et vous en avez déjà dites sur Le rêve de ma mère, sur votre parcours artistique et le lien entre vous et puis la vie de votre mère. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est une réévaluation, réhabilitation de votre mère? Est-ce que ce sont les mots exacts? Non, pas du tout. Mais c'est vrai que ma mère, c'était... mon père m'ayant laissé ses photos, je connaissais son travail. On m'avait parlé de lui, je voyais un peu le caractère. Ma mère, c'était beaucoup plus mystérieux, quoi. C'était
c'était, on m'avait dit, oui, elle est très dépressive, elle est très, et puis j'ai vu, moi je voyais sur les photos de mon père, la différence du visage de ma mère avant ma naissance, complètement triomphante, espèce d'Ava Gardner comme ça, qui a été élevée autour d'un cirque, qui adorait se déguiser, qui était comme ça. Et puis ce visage, après, assez éteint, la manière dont elle s'était laissée grossir et tout ça. Et j'ai mis quand même un paquet de temps à faire le point sur le fait que, à l'époque, et dans mon milieu très simple, se faire coller un môme, elle était photographe avec mon père. Elle travaillait avec mon père. Et il a voulu un jour la photographier nue. Alors j'ai appris cette anecdote le jour, quand j'étais jeune comédienne, où j'ai dit à ma tante, il y a un photographe qui veut me faire une séance de photos. Et ma tante m'a dit, pas toute nue, j'espère. Bah, j'ai dit non, je ne crois pas, pourquoi? Et elle me dit, ah bah dis donc, parce que c'est comme ça que t'es née. Ah bon? Et là, c'est qu'elle m'a raconté, elle m'a dit, tu comprends, ta mère, c'était la collègue de ton père, elle était photographe aussi, et puis il lui a dit un jour, voilà, est-ce que tu veux bien poser nu pour moi pour que j'étudie la lumière sur un corps? Il n'a pas fait qu'étudier la lumière, puisque je suis là. Donc c'est quand même, je suis née d'une séance photo, en plus, c'est assez marrant, assez symbolique quand même, la chose. Et ma pauvre maman, avec cet enfant-là, à l'époque, pas de nounou, pas de crèche, c'est retour à la maison, hein. Retour à la maison direct, et j'ai mis, c'est vrai, pas mal, des dizaines d'années à me dire qu'à cette femme-là, ça ne lui allait pas du tout. Mais ça ne lui allait pas du tout. Et effectivement, bon, après, il se trouve que j'ai fait du cirque, que j'ai fait du trapèze, que j'ai découvert à cette occasion que le cirque autour duquel elle avait été élevée n'avait pas été détruit, mais qu'il était abandonné. Et que j'ai été le voir, et je suis tombée dans un vaisseau fantôme à Elbeuf, un cirque extraordinaire, qui avait été abandonné depuis la guerre. Et qu'au milieu de la piste m'est tombée une phrase dedans, comme il m'en tombe quelquefois dans le cœur, comme ça, je suis le rêve de ma mère. Je suis le rêve de ma mère. On m'avait raconté qu'elle adorait faire l'ouvreuse, qu'elle aimait faire un petit numéro de danse à l'entracte, que dès qu'elle pouvait remplacer l'assistante de ceci, elle était toujours là. Et je me suis dit, mais cette femme, en fait, elle était faite pour ça. Et si ça se trouve, puisque d'une certaine manière, je suis la cause de l'abandon de tous ces rêves, il est assez logique, quelque part, que j'ai repris les rêves. Voilà, comme une suite. Et d'ailleurs, c'est assez beau. Souvent, dans les textes et dans le rêve de ma mère, vous racontez vos rêves. Vous avez de sacrés rêves. Hein. Oui, j'ai eu. Oui. Il y en a eu. Et notamment, peut-être celui où votre mère a un peu ce visage suppliant. Ah oui, ça c'est terrible. Ouais. Moi, je ne veux pas les raconter. Non. Mais en tout cas, peut-être. Je les ai plus faits après le voile noir. C'était des rêves récurrents. Je les ai plus faits. Ouais. Que peut-être un certain mystère, une part du mystère avait été percée. Il y a eu un mystère déjà. Je l'ai beaucoup raconté, ça, mais vous l'avez pas entendu. C'est quand même inouï que j'étais en train de finir le voile noir dans un état moral, je dois dire, assez pesant, surtout sur la fin. Je vais vous dire un détail qui va tout vous dire. J'avais mis une ficelle autour de mon cou avec un rouleau de papier chiotte parce que je pleurais tellement que ça m'évitait d'aller chercher les Kleenex. J'avais le rouleau sous la main. Je m'excuse du détail, mais c'est vrai qu'il est quand même assez révélateur de l'état de la fille. Et j'ai demandé à mon agent, j'ai dit, écoute, je t'en supplie, trouve-moi une comédie pour m'alléger après. Et au mois d'août, elle m'appelle, au mois d'août, en me disant, écoute, c'est extraordinaire, tu voulais une comédie, on t'en propose 3. Je dis, ah bon? Elle me dit, oui, il y a 3 fois 1h30. 3 fois 1h30 d'une comédie. Je dis, ça, c'est pas tant, il me faudra bien ça. Et elle me dit, et ça commence tout de suite. Ah, je dis, non. Ah non, ça, je peux pas parce que j'ai promis de rendre tout mon texte au plus tard le 15 septembre
parce qu'il y a une mise en page avec les photos et tout, il faut que je finisse ce 15 septembre, je ne peux rien faire avant. Et elle me dit, t'as de la chance, ça commence le 16. Ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là, puisque je rencontre le créateur, metteur en scène des Familles formidables, qui me dit, on cherchait à se connaître comme ça, bon, il me dit, tu sais, j'ai jamais rien fait de drôle dans mes films. Alors je ris et je lui raconte ce que je suis en train de faire. Et je vous assure qu'en 4-5 phrases maximum, on découvre qu'on est tous les deux orphelins de père et de mère au même âge. Alors là c'est vrai que moi je ne sais pas où ils sont, mais on avait envie de dire trop bien organisé. Trop bien organisé. Le truc qui commence le lendemain pour se construire avec un orphelin, une famille tribale comme on aurait aimé en avoir. Là, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire, Annie? Ce sera ma dernière question. C'est envoyé, hein. Voilà, c'est un mystère. C'est quoi la vie évident. humaine, moi, je suis pas croyante du tout en un Dieu quelconque. S'il y a un Dieu, de toute manière, à mon avis, il est inappréhendable par l'esprit humain. Voilà. Et je vais peut-être choquer certaines personnes, mais pour moi, toutes les religions monothéistes, du moins, ont été écrites par des hommes au temps où les femmes valaient moins qu'un âne. Donc coupable, le péché machin, truc, enfin tout ça. Je n'aime pas ça. Mais par contre, je crois au mystère. C'est ça. Il y a un mystère, c'est évident. Il y a un mystère et il nous entoure et quelquefois il se manifeste comme ça. Oui, parce que pour vous, il est quand même rattaché à des images de bonté ou des actes qui tombent à pic ou comment? Oui, des actes qui tombent à pic, même des signes. Tiens, je vais vous en raconter. Le dernier, on parlait de Nina Vidrovitch, mon amie peintre. Ouais. Mon amie peintre, j'avais été la voir d'ailleurs. Elle avait un atelier avec un escalier comme ça, à 93 ans, elle avait. Je lui ai dit, pourquoi tu vas peindre sur cette loggia avec cet escalier comme ça? C'est pas possible. Et évidemment, elle est tombée en arrière, s'est fracassé le crâne. Elle est restée en coma à l'hôpital. Et puis elle est partie un vendredi. Son fils m'appelle, voilà, Nina est partie ce soir, vendredi. Et le lendemain matin, j'étais au Salon du Livre de Limoges, samedi. Donc j'arrive au Salon du Livre, je m'installe le matin, assez tôt, il n'y avait encore pas grand monde, avec tous mes bouquins. Enfin, ce n'est pas des œuvres complètes terribles, mais enfin, il y en a quand même 14. Et dedans, les livres de Nina, qui se vendent très peu. On a fait ça il y a 15 ans ou quelque chose comme ça, sauf les gens qui aiment les correspondances de temps en temps, comme ça. Et ce samedi matin-là, à Limoges, je me rappelle encore, je voyais, il y avait un rideau là, avec une entrée du côté pas vraiment l'entrée du public, une entrée sur le côté. Un type qui arrive, qui ne regarde aucun de mes livres et qui prend ce livre. Bon, il s'en va. Un couple arrive, assez jeune, qui regarde un peu les livres et qui prend chacun le même livre. Là, j'ai commencé à me dire, bon. Et puis encore un autre couple de livres. 5. Et là, j'ai fondu en larmes. Bon, les gens m'ont dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je vais écoutez, voilà, je vous dis, voilà, cette amie est morte hier soir, et puis là, ça fait, alors j'en vends un de temps en temps, ça fait 5 fois, coup sur coup, qu'on me prend ce livre-là et rien d'autre. Je dis, là, il y a quelque chose. Alors, j'ai écrit une lettre qu'on a lue à son enterrement quelques jours après, où je lui disais, Nina, là où tu es maintenant, qu'est-ce que tu foutais à Limoges? Juste pour me faire des signes, alors que là-haut, t'as peut-être, ou ailleurs, mieux à faire. C'est fou, hein? Oh, merci Annie, oui, c'est vrai que c'est fou. Et vous savez tellement bien en parler. Est-ce qu'on terminerait par Tata? Alors, je vais lire 2 petits textes. Alors, je ne vais pas vous lire le premier texte que j'avais pris sur Tata, mais je vais vous lire, puisque je vous ai situé maintenant quelle femme elle était. S'il y a un passage... Voilà. Alors, je parlais de mon malheur scolaire. Voilà, je dis, je peigne, elle m'a inscrit aux Beaux-Arts de Rouen.
Quelques années plus tard, mon malheur scolaire empirant, Tata s'en fut consulter mon professeur de dessin et il assura à ma tante que, vu la qualité de mon travail, je pourrais sans problème entrer aux Beaux-Arts à 15 ans si je réussissais le concours d'entrée. Alors je sais qu'eut lieu une sorte de conseil de famille pour discuter du bien fondé de me faire quitter le lycée. Certains émirent-ils des doutes quant à l'orientation artistique envisagée par ma tante ? Fut-il suggéré que, quitte à quitter l'école, pourquoi ne pas me diriger directement vers l'apprentissage d'un métier qui me permettrait de gagner rapidement ma vie ? Je ne saurais le dire, mais ce dont je me souviens très bien, c'est de la réaction violente de ma tante et des mots d'une netteté gravée en moi qu'elle prononça. Se levant brusquement, elle pointa son index dans ma direction et dit avec force, en martelant chaque mot, « Celle-là fera ce pourquoi elle est douée ». Gardant cette phrase en mémoire et surtout son poids d'intensité avec des blancs entre chaque mot pour bien les faire peser, je ne compris que beaucoup plus tard quelle somme de frustration, de regret et de revanche par procuration elle contenait. S'exprimait la gamine de 11 ans qui avait dû abandonner tous ses rêves, le « celle-là » si parlant par rapport à cette autre qu'elle avait été et qui n'avait pas eu la chance d'avoir une tata pour la défendre et empêcher pour elle et empêcher qu'on décide pour elle de son non-devenir. Et alors j'ai une petite suite. Tata était un esprit libre. J'eus un jour une preuve amusante que cet esprit libre me considérait comme une personne à traiter d'égal à égal et non pas comme une gamine. Lorsque le film de Fellini, La Dolce Vita, sortit, elle avait fort envie de le voir et de le voir avec moi, qui avait à peu près 13 ans à l'époque. Or, le film était interdit aux moins de 18 ans. Qu'à cela ne tienne, profitant de ma grande taille, elle me maquilla avec rimel, rouge aux lèvres, m'affubla d'un de ses chapeaux, d'un manteau ceinturé qui faisait ressortir mes formes naissantes et nous entrâmes dans la salle sans problème, non sans avoir eu une belle crise de rire sur le chemin vers le cinéma. Car de quel droit une instance soi-disant supérieure a-t-elle décidé à sa place de ce que j'étais autorisée à voir ou pas ? Non mais... Et à propos de ces nombreux petits flirts qui ont jalonné mon adolescence, nous eûmes un jour, elle et moi, un échange de quelques phrases mémorables, échange succinct et unique, qui me tint lieu d'éducation sentimentale et sexuelle. Elle me dit à propos du garçon que je fréquentais à ce moment-là, « Je vois pas ce que tu lui trouves. Il est beau. » Elle me répondit, « Il peut pas être beau, il est bête. » Et puis tomba cette sentence sur ma tête de 14 ans à peine. « Tu t'apercevras plus tard, ma petite, que même pour faire l'amour, l'intelligence, c'est primordial. » Voilà, c'est tout. Le sujet ne fut plus jamais abordé. Mais j'attendis sagement plusieurs années avant de commencer à vérifier cette information capitale. Et j'en ai encore un petit bout et je ne résiste pas au plaisir de faire un grand saut dans le temps pour raconter une anecdote qui illustre à merveille la force du caractère de Tata. À la retraite depuis quelques années, elle était venue s'installer à Paris pour m'aider et sa présence m'était indispensable pour moi et mes enfants. Un soir, elle allait alors sur ses 80 ans, un malfaiteur réussit à s'introduire dans la résidence où elle habitait, non loin de chez nous. Il frappa à sa porte, sans doute choisie au hasard. Elle ouvrit sans hésiter, comme à son habitude, et le type, armé d'un couteau, la repoussa violemment dans la pièce en exigeant qu'elle lui donne tout son fric. Ma tante lui assura qu'elle lui donnerait tout ce qu'elle avait en sa disposition et qu'il était donc inutile de lui faire du mal. Revenant vers lui avec ses économies, elle vit que l'homme qui tenait toujours son couteau d'une main s'appuyait de l'autre sur le bord de la table, tout pâle et transpirant comme s'il allait s'évanouir sur place. « Vous voulez vous asseoir ?» dit-elle. Il répondit qu'il voulait bien. S'assit et vraiment au bord du malaise, demanda à ma tante s'il pouvait avoir un verre d'eau. Elle s'en alla le chercher dans sa petite cuisine, lui tendit.
et eut en lui donnant cette réplique mémorable: « Excusez-moi, je suis désolée, mais j'ai plus d'eau minérale. » Cette extrême civilité vis-à-vis d'un type qui venait la détrousser nous fit abondamment rire, moi et mon entourage. On hurlait de joie en colportant l'anecdote. Ma tante nous regardait froidement, estimant qu'il n'y avait pas là de quoi tant s'amuser, affirmant: « Ce n'est pas parce que j'ai affaire à un voleur que je dois oublier, moi, tous mes principes. On n'offre pas à boire de l'eau du robinet. » Allez, j'ai un petit dernier. Un petit dernier. Alors, je dis tout de suite, pour qu'il n'y ait pas de frustration, que bon, il n'y aura peut-être pas de temps d'échange tous ensemble, pour après permettre qu'il y ait ce moment de dédicace, puisque Annie repart tout à l'heure vers Paris. Alors, pour accompagner ma tante durant ses derniers jours de vie, je passais presque tout mon temps avec elle dans la chambre qu'elle occupait au premier étage d'un centre hospitalier à Sainte-Fère, en Creuse. Elle ne pouvait plus rien avaler, nourrie par perfusion depuis déjà une quinzaine de jours. Décidant de la suivre ainsi jusqu'aux derniers instants de sa vie, j'avoue que j'espérais que cet accompagnement serait aussi pour moi, qui avait un tel besoin de faire la paix avec la mort, l'occasion d'une leçon de sagesse, d'acceptation, de sérénité. Ce ne fut pas le cas, loin de là. Pour cette femme à l'esprit libre et entier, la mort resta jusqu'au bout un scandale absolu. Jusqu'à ces dernières minutes, elle fut animée d'une révolte vivace contre ce qui lui arrivait, qu'elle ne pouvait ni accepter ni comprendre. En guise d'exemple de sérénité, j'en étais pour mes frais. Je m'installais souvent près de la fenêtre, à demi voilée, tandis qu'elle était sur son lit. Quand nous ne parlions pas, je lisais, j'écrivais à des amis, nous avions de longs moments silencieux, et j'avais parfois l'impression qu'elle oubliait ma présence. Mais un jour, qu'il faisait soleil, dehors, elle se tourna brusquement vers moi et me dit avec reproche: « Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu as vu ce beau temps ?» Alors elle parlait beaucoup pour elle-même, sans souvent que je comprenne ce qu'elle disait tout bas. Puis la veille de sa mort, elle eut une longue conversation qui m'intrigua, car ce n'était pas un monologue. Elle avait des moments d'attente pendant lesquels elle semblait écouter attentivement une réponse, puis elle se remettait à parler comme si elle s'adressait de nouveau à son interlocuteur, invisible, puis écoutait de nouveau. Je lui demandais à qui elle parlait ce jour-là. Et elle me dit sur un ton d'une grande évidence: « À tes parents, à ta mère surtout. » Elle m'avait souvent dit qu'elle avait partagé une grande complicité avec ma mère, qu'elle aimait beaucoup. Et comme elle continuait cette conversation, s'adressant d'une manière très naturelle et pragmatique au mur en face d'elle, je demandais avec curiosité: mais elle est là? Troublée dans son échange secret, elle s'arrêta un instant, le regard fixé sur le mur, puis se tournant tout à coup vers moi, elle s'écria, avec une rupture de ton digne de la grande Jacqueline Maillan dans une pièce de boulevard: « Non mais tu vois rien, ma parole !» C'était tellement soudain, tellement réellement comique, que j'éclatai de rire et ma tante rit à son tour. Puis, me considérant avec pitié, elle fit un geste de la main autour de sa tête, comme pour signifier vraiment t'es un peu limitée, ma fille. Alors, à défaut d'exemple de sérénité et de fatalisme, j'appris tout de même une ultime chose de cette femme exceptionnelle. On peut rire jusqu'au dernier jour. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce moment d'échange, ce moment aussi de communion, de générosité. Et puis c'est bien de finir par Tata. On a commencé par elle, on finit par elle. Alors, ce que je vous propose, pour ceux qui le souhaitent, en tout cas, donc il y a une librairie, c'est la librairie Contact, je crois.
et qui attend ceux qui veulent y passer. Et puis, pendant un petit moment, je surveillerai pour que Annie ne loupe pas son train. Eh bien, vous allez pouvoir échanger un petit instant avec elle. Merci beaucoup de votre présence à tous et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup, Annie.